Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez de parler de cet homme que l'histoire n'arrive pas à ensevelir parce que, en raison du rôle fondamental qu'il a joué au temps où Dieu lui a donné le souffle. Ernest Ouandié est né en 1924. Lorsque on regarde l'histoire du Cameroun à cette époque, on fait le constat que Amadou Ahidjo, qui est président de ce Cameroun à l'heure où on fusille Ernest Ouandié, est également né en 1924. Les protagonistes de l'histoire de Ernest Ouandié sont Monseigneur Albert Ndomo, qui est de 2 ans le cadet de Ernest Ouandié, né en 1926 à Bafou, et Monseigneur Jean Zoua, au niveau du clergé, qui est né en 1922. Il est de 2 ans l'aîné de Ernest Ouandié et de Amadou Ahidjo. Nous avons cité ces 4 personnalités comme ayant marqué l'histoire de cette époque. Ernest Ouandié va faire les études primaires dans son village. Il est né à Bangou. Certains le retrouvent à Bana, mais c'est beaucoup plus Bangou. Il va faire des études primaires là-bas, sanctionnées par le CEP. Il va continuer dans ce qu'on appelait à l'époque, dans le style colonial, l'école primaire supérieure, et qui donnait une formation au-delà du CEP pour certaines catégories du personnel devant accompagner l'administration coloniale dans ses œuvres. Au niveau de l'école primaire supérieure, il va également rencontrer encore Ahidjo. Si je le dis, c'est pour répondre lointainement à la question comment en est-on arrivé là. Alors, dans la catégorisation des élèves de l'école primaire supérieure, Ernest Ouandié est dans la classe des instituteurs. Ce sont ceux qu'on avait identifiés comme possédant une certaine richesse intellectuelle. Les Ahidjo étaient tapistes, devant servir à la poste et autres, comme effectivement ce qu'on appelait les auxiliaires de l'administration coloniale. À partir de ce moment, naît la contradiction entre Ahidjo et Ernest Ouandié. Tant et si bien que certaines études historiques voudraient arriver à la conclusion que le Ernest Ouandié qui est fusillé le 15 janvier 1911 à Bafoussam est le Ernest Ouandié qu'Ahidjo a mal identifié depuis l'école primaire supérieure. Mais sur la trajectoire de l'histoire, Ernest Ouandié sera affecté dans différents coins du Cameroun. Il va travailler à Bertois à l'est, il va travailler à Yoko dans le centre. Et à tous les points de ces affectations que l'administration coloniale considérait comme des affectations disciplinaires,
les membres de l'UPC vont profiter pour semer les germes UP6. D'où la décision de les regrouper encore à Douala. Donc c'est en cela que Ernest Ouandié va finir sa carrière professionnelle à Nobel Douala. Et à partir de là, son adhésion à l'UPC qui est née en 1948 est telle qu'il continue à penser que c'est incompatible d'exercer cette fonction publique avec le combat nationaliste. Il va donc quitter, surtout à la faveur de la dissolution de l'UPC en 1955. Il fait partie de ceux qui vont prendre le chemin de l'exil pour continuer le combat afin que le Cameroun obtienne une indépendance proche de la souveraineté sollicitée par les nationalistes de l'époque. Il se rendra compte plus tard que l'administration coloniale française est en train de se comporter de manière à octroyer cette indépendance, entre guillemets maintenant, à ceux qui n'en avaient pas fait la demande. La preuve, c'est que en 1952, Rouben Oumniobé, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, est dépêché aux Nations Unies par sa formation politique au lendemain du deuxième congrès ordinaire de l'histoire de l'UPC pour porter haut et fort les idéaux de son parti centrés sur deux concepts qui sont la réunification d'abord et l'indépendance ensuite. À ce congrès, Rouben Oumniobé est secrétaire général, Félix Laurent Moumié est président, Ernest Ouandié est vice-président. Le combat va se poursuivre. Ernest Ouandié va circuler à l'étranger jusqu'au moment où, en 1960, ils apprennent que la France a proclamé ce qu'ils ont appelé l'indépendance bidon. On a parlé de l'indépendance à saute-mouton. Le Cameroun est le pays qui inaugure l'année 1960 comme l'année des indépendances de l'Afrique. 1er janvier 1960. Il faut quand même préciser ici que les autres pays arrivent à partir du mois d'avril. Et le gros des pays arrive au mois d'août. Ça, c'est un chapitre dont on en parlera. Et Ernest Ouandié, dans cette quête de lutte, fait le constat de deux choses qui sont malheureuses pour l'UPC. L'assassinat de Rouben Oumniobé le 13 septembre 1958 et l'empoisonnement à Genève de Félix Roland Moumié. Il en arrive à la conclusion que si de dedans on est abattu et de dehors on est empoisonné, il vaut mieux rentrer et faire la lutte de l'intérieur. C'est donc fort de cette décision que Ernest Ouandié va rentrer au Cameroun en 1961. Il va faire la rencontre de Albert Ndomou, qui n'est pas encore évêque, et plus tard, Monseigneur Albert Ndomou, à partir de 1964, va prêter ses services à Amadou Ahidjo pour tenter de rallier Ernest Ouandié. C'est cette mission pour la conquête de la paix qui va se convertir plus tard en mission de coup d'État par le gouvernement Ahidjo et ses potentiels supporters, l'administration coloniale française, pour que Ernest Ouandié soit arrêté un 21 août 1970. Monseigneur Albert Ndomou, interpellé par la police, est mis en situation de détention le 28 août de la même année. Ils vont passer devant le procès à Yaoundé. Le procès de Yaoundé est double. On a parlé de procès de la rébellion et du procès du complot. Et c'est dans le procès de la rébellion que Ernest Ouandié est cité pour avoir organisé des bandes armées qui ont détruit les cases, tué les militaires et des civils. Et au terme de ce procès, le 5 janvier 1971, Ernest Ouandié est déclaré condamné à mort. Il sera exécuté sur la place publique de Bafoussam le vendredi 15 janvier 1971. Nous avons rédigé une thèse intitulée Monseigneur Albert Ndomou, le religieux et le politique. Parce qu'en traçant ces parallèles et ce couloir, nous retrouvons que les enjeux des procès de Yaoundé sont doubles, impliquant un religieux qui était Monseigneur Albert Ndomou. Et la question, c'était comment un religieux s'est retrouvé aux politiques au point de pactiser
avec celui que l'administration coloniale qualifiait de maquisard. Le gouvernement Ahidjo a toujours appelé Ernest Ouandié le troisième chef historique de l'UPC. Et tel que je l'ai dit tout à l'heure, on avait fini avec Rouben Oumniobé, il était le premier. Le deuxième, c'était Félix Roland Moumié, et il restait le dernier qui était Ernest Ouandié. La rencontre entre Ernest Ouandié et Monseigneur Albert Ndomo, dans un premier temps, est une initiative personnelle de Monseigneur Albert Ndomo, encore prêtre, abbé. Nous sommes en 1961. La deuxième rencontre est une initiative encore de Monseigneur Ndomo, mais cette fois-là, à travers le couloir du président de la République, c'est Monseigneur Albert Ndomo qui propose à Amadou Ahidjo qu'il peut rallier Ernest Ouandié et provoquer le retour à la paix. Ce contrat verbal sera un contrat écrit dans ce qui est passé dans l'histoire sous le nom de sauf-conduit. Pour signer ce papier, sont invités le préfet du Mungo, Félix Sabaleko, à l'époque, le ministre de l'administration territoriale de l'époque, Enoch Koyep, le ministre de la Défense n'était pas là, de manière très sage, mais le ministère de la Défense était signalé. Amadou Ahidjo aurait dit à Ndomo de tout faire pour que cette paix revienne au Cameroun. Et on se souvient que le 16 août 1964, dans le discours que prononce Monseigneur Albert Ndomo pour s'asseoir sur le cathèdre en Konsamba, il a béni la foule, mais il a demandé au Dieu très haut que la lueur de la paix descende sur cet ouest. Il s'était proposé à l'époque, et l'a même fait, d'œuvrer à la construction d'un sanctuaire pour la paix quelque part dans le diocèse de Konsamba. Finalement, c'est le mont Lonako, en face de la cathédrale de Konsamba, qui fut retenu pour construire ce sanctuaire où tout le monde, a-t-il dit, animistes, musulmans, chrétiens, irait prier pour l'avènement de la paix au Cameroun. Donc c'est dans ce sens qu'il entreprend donc de rencontrer cette fois-ci Ernest Ouandié de manière officielle. D'ailleurs, c'est le préfet du Mungo qui a été chargé de mettre le carburant dans la voiture de l'évêque à cet effet. Malheureusement, comme nous l'avons déjà dit, cette mission sera convertie plus tard par le gouvernement de la République en une mission destinée à renverser les institutions de la République et les individus qui les incarnent. C'est pour ça que le procès de complot, avec pour intitulé « Procès pour l'assassinat du président Amadou Ahidjo et de certains membres du gouvernement dont les noms sont cités dans les archives de l'histoire ». Voilà donc ce qui établit la connexion entre Ouandié et Ndomo dans le sens officiel du retour de la paix au Cameroun. Quand nous parlons de vérité de l'histoire, on sait que ça peut être soumis à débat. Mais des études que nous avons menées, l'offre de Ndomo a été une opportunité pour le politique et j'allais dire aujourd'hui pour le Vatican. Monseigneur Albert Ndomo, séminariste, a provoqué ce qu'on a appelé dans l'histoire du séminaire la guerre de Taron. Monseigneur Albert Ndomo avait interrogé les prêtres blancs qui assuraient leur encadrement sur ce qu'on appelle la communion et la vie en famille. La famille chrétienne étant la cellule de base de la communauté ecclésiastique. Et il ne comprenait donc pas pourquoi les prêtres blancs vivaient à longue distance des séminaristes noirs. Il ne comprenait pas pourquoi la consommation du pain était interdite au séminaire. Mais à l'opposé, Ndomo va venir au séminaire avec des mets qualifiés d'Africains, au rang desquels le taro, qu'il va même réussir à imposer aux prêtres blancs de consommer, en leur disant que dans la tradition purement africaine et dans son village, dans l'ouest bamileke dont il est issu, et chez lui à Bafou, on ne présente pas le tarot à n'importe qui. Il faut être du rang des dignitaires pour que votre accueil
soit agrémenté de ce mets spécial. Il a donc engagé cette lutte. Deuxièmement, le trouvant très difficile, on a envisagé de le chasser du séminaire. Et Monseigneur Ndomou aurait déclaré, si vous me chassez du séminaire, je crée mon église. Ça a fait peur au tenant de cette église en disant, cet enfant très difficile, s'il quitte le milieu catholique, il peut devenir une résistance à la pénétration du catholicisme dans ce Cameroun où, comme le disait Père Angelbin Vin, le christianisme romain avait éclaté en tornade. Et donc on ne voulait pas que des virus du genre de Ndomou y pénètrent. Mais le ton va monter. Dans cette trajectoire de notre réflexion, on apprend même que si Rome a élevé Ndomou à la dignité épiscopale, c'est parce qu'on voulait le confisquer pour que ses idées révolutionnaires ne se répandent pas. Malheureusement, Ndomou a trouvé dans la dignité épiscopale plutôt une tribune pour parler plus fort. Et c'est donc ça, en cela qu'il s'engage à œuvrer pour le retour à la paix. Mais, comme je le dis dans ma thèse, le Vatican et le politique ont trouvé des opportunités. Ndomou était pratiquement incontrôlable parce qu'il a dit il va utiliser la même Bible, le même évangile et la même chair pour parler aux Africains dans le langage africain. Lire la Bible avec les lunettes africaines et non les lunettes occidentales. Et c'est en cela que Ndomou dira dans une interview en 1963, alors qu'il n'est pas encore évêque, que les initiatives qu'il prend au niveau du diocèse de Nkonsamba pour créer la richesse et entretenir l'église sont nées du fait qu'il a observé des évêques africains aller à Rome s'agenouiller, aller devant des évêques européens s'agenouiller pour quémander. Les mots sont de lui, pas de moi. Alors que sur place en Afrique, on pouvait faire mieux. Devenu donc évêque, il va s'engager sur cette route-là. D'où l'initiative de la mongoplastique, dont on en parle beaucoup. Et donc, lorsque Ndomou est convoqué à Rome pour s'expliquer sur cette initiative qui était déjà grandeur nature, il répondra à la curie romaine « Je suis redevable de Rome pour les questions doctrinales. Si vous dites aujourd'hui qu'on ne dit plus au nom du Père, je vais obéir à ça. Mais je ne suis pas redevable de Rome pour les politiques, économies, les stratégies dans la construction de mon diocèse. » On va lui proposer, après cette déclaration, de ne plus revenir au Cameroun. Ndomou dira, les dossiers que j'ai laissés au Cameroun sont tellement importants que je ne peux pas rester ici. Au rang de ces dossiers, c'était les négociations pour la sortie de Wandje. Et on l'avait fait partir à Rome à l'heure où ils avaient donné un rendez-vous dans le Mungo, dans la zone qu'on appelle Banga. Et c'est là le lieu de vous signifier que pendant qu'on avait donné une mission officielle à Ndomou, l'administration coloniale et le régime de Yaoundé avaient développé des renseignements parallèles. Parce que le régime de Ahidjo ne rêvait pas qu'un jour les livres d'histoire puissent retenir que la paix est revenue au Cameroun grâce aux médiations d'un individu Ndomou, fut-il évêque. Bon, il ne fallait pas ça. Mais on les a utilisés comme un tremplin dans l'histoire pour assouvir un certain nombre de pensées et de convictions. Donc voilà ce qui fait la connexion entre les deux. Et notre thèse qui est le religieux et le politique, nous trouvons que dans le religieux, Rome a réglé son compte. Dans le politique, Ahidjo a également saisi l'opportunité pour se séparer d'un ancien camarade de classe qui était déjà redoutable à l'école primaire supérieure. Et donc, le prétexte du maquis est seulement là. Et c'est les retombées de ça qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'après la fusillade de Wandje, Amadou Ahidjo déclare qu'il a fini avec l'opposition au Cameroun. Parce que le dernier résistant a été fusillé. Deuxièmement, maintenant, on peut passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure fut le référendum dont on parle aujourd'hui et qui est à l'origine du Nozo actuel. Nous sommes en 1970, Ahidjo a fait 10 ans au pouvoir. Et comme je l'ai dit dans les déclarations précédentes, l'objectif de Ahidjo a été de nettoyer le fichier de l'opposition au Cameroun. Et cette opposition était incarnée par l'UPC. Et dans cette UPC, les trois figures majeures dont j'ai parlé, Rouben Oumnobé, Félix Roland Moumié et Ernest Wandje.
Ça, c'est la version officielle. Deuxième chose maintenant, Amadou Ahidjo, bras prolongé de l'administration coloniale sur le terrain, avait agi comme ça. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il arrive au pouvoir le 18 février 1958 et Nobe est la première victime le 13 septembre de la même année. Et l'histoire retient qu'il a passé 2 mois en France pour préparer cet assassinat. On ne peut pas écrire ça dans les livres d'histoire. C'est quand nous entrons au laboratoire de l'histoire qu'on fait des connexions et on les tisse. Troisième chose maintenant, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on tue un, on diminue. Il n'y a plus que 2, il n'y a plus qu'un. Le 21 août, lorsque Ernest Ouandjé est arrêté, le gouvernement de Yaoundé jubile. Lorsque nous disons arrêter, c'est parce qu'on le dit aujourd'hui, mais on dit que Ernest Ouandjé s'est rendu. Le poste de gendarmerie où il se retrouve avait été construit, édifié à l'époque pour chercher les Ernest Ouandjé, mais que les gendarmes même ne connaissaient pas. Lorsque un individu entre au bureau, on le regarde en lui posant la question « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Il dit « Je suis Ernest Ouandjé ». Tous les occupants du bureau ont détalé. Chacun a fui. Pourtant, ils étaient là pour chercher Ernest Ouandjé. Tout le monde voulait voir Ouandjé, mais personne ne voulait le voir vivant. Donc, lorsqu'on le retrouvait vivant, on était synonyme d'être mort soi-même. Et donc, on a vu un individu s'asseoir tranquillement. On a appelé Douala et Yaoundé et dans les 2 heures qui suivaient, l'hélicoptère est venu de Yaoundé pour prendre Ernest Ouandjé. C'est pour dire jusqu'à quel niveau il était important pour l'administration de Yaoundé. Ça, c'était un bien. Plus tard, on va dire que les enquêtes ont démontré qu'il avait des connexions avec Monseigneur Albert Ndormo de par les archives qu'on a trouvées dans ses affaires et de ses propres déclarations à l'exploitation de l'enquête. Et c'est donc ainsi que quand Ndormo rentre de Rome, le 28 août, une semaine plus tard, ayant renoncé à la demande de Rome de rester à Rome, à sa sortie d'avion, il aperçoit dans les mains de quelqu'un la presse du Cameroun. Et avec à la une, Monseigneur Georges Siam, administrateur CD Pléna du diocèse de Nkonsamba. Ndormo lui-même dit, cette formule veut dire que le titulaire en poste n'est plus en poste. Et il a lu, il a esquivé le journal pour se rendre chez son confrère Thomas Mongo, évêque de Douala. C'est là-bas que la police vient l'interpeller en lui disant « Monseigneur, nous aimerions vous poser quelques questions avant votre montée sur Nkonsamba. » Donc, de demander ici ou ailleurs, on a dit au bureau. Il va les suivre et au bureau, on va lui dire « Monseigneur, vous êtes en état d'arrestation. » S'ouvre donc l'enquête. Pour répondre pratiquement à votre question, j'étais en train de construire comment c'est arrivé. Alors, l'administration se met en mouvement. Le 30 août, Félix Sabaleko, nommé entre-temps ministre de la Justice, en juin, 12 juin précisément. Quand nous remontons les cordons de l'histoire, on arrive à la conclusion selon laquelle ces procès étaient déjà dans les tiroirs. Ahidjo met les acteurs en place. Sadou Daoudou, qui était ministre des Armées, on l'envoie à la Mecque, mais c'est pourtant le tribunal militaire qui va juger ce qu'on va arrêter plus tard. Félix Sabaleko, qui était préfet du Mongo et qui mettait le carburant dans la voiture de l'évêque, est promu ministre de la Justice. C'est le premier gars originaire de l'Est du Cameroun à être nommé ministre plein dans le gouvernement. Et donc, comme nous le disions tout à l'heure, le 30 août, il va réunir dans la presse pour dire à la presse que ce n'est pas dans les habitudes d'un gouvernement d'expliquer ses actes. Mais en raison des rumeurs qui circulent autour de l'arrestation de Monseigneur Albert Ndormo, le gouvernement est obligé de faire une sortie. Et c'est donc au cours de cette sortie que Félix Sabaleko va révéler que l'arrestation, l'interpellation de Monseigneur Albert Ndormo naît du fait que, après l'arrestation de Ernest Ouandjé, on va trouver dans ces documents des choses qui montrent qu'il avait des relations avec l'évêque de Nkonsamba. Et donc le gouvernement a jugé bon de l'interpeller afin que devant la justice, il rende compte.
on va appeler les procès qui vont s'ouvrir les procès de Yaoundé et décomposer en deux temps. Les deux moments, c'est 1, les procès de la rébellion et 2, les procès du complot. Au niveau du procès de la rébellion, Ernest Wandié et Ndomo, plus les autres, ils étaient 28, c'est-à-dire plus 26 autres, sont donc poursuivis pour avoir dans les temps, parce qu'on définit ça entre 1961 et 1970, pendant ces 9 ans, provoqué des guérillas qui ont abouti à l'assassinat des militaires, des civils. Dans nos documents, on donne avec chiffres et détails. On a même donné des détails sur le nombre de jours pendant l'année 1961 que ça a duré. Quand vous lisez ça, on a l'impression que les militaires, même qui rendaient compte de ça, étaient avec les Ernest Wandié, c'est-à-dire pour compter ça minute par minute, heure par heure, seconde par seconde. Le détail était très puissant. Là, c'est pour la rébellion. Au terme de ce procès de la rébellion, Ernest Wandié et Ndomo sont condamnés à mort. Ce procès va s'achever le 30 mai. C'est ce jour-là qu'on prononce le verdict de ce premier procès. Et s'ouvre devant le même tribunal avec le même juré, comme on dit souvent. Le capitaine Djok était président du tribunal, le lieutenant-colonel Bouba Kaélé était assesseur et le capitaine Manga était commissaire du gouvernement, donc ce qu'on appelle vulgairement procureur. Ces mêmes jurés vont donc ouvrir le procès du complot. Le procès du complot est celui qui met Monseigneur Albert Ndomo au centre de l'affaire. Et ce procès vise donc l'assassinat du président de la République, quelques membres du gouvernement dont les noms sont même cités et qui entouraient Ahidjo dans l'exercice du pouvoir depuis 1960. Ndomo est accusé d'avoir donc réuni autour de lui certaines personnes au rang desquelles Tabe Gabriel, qu'on appelait alias Wambolo Courant, était un ancien séminariste qui a été même ordonné diacre. C'est celui-là qui vient dire à Monseigneur Albert Ndomo qu'il a rêvé que Saint-Michel-Archange était fâché du gouvernement du Cameroun et qu'un coup d'État était nécessaire pour renverser ce gouvernement et l'épargner du sang des Camerounais qui pouvait couler du fait de leur mauvaise gestion. Je résume ça comme ça. Et qu'il avait donc créé un groupe de prière appelé la Sainte Croix pour la rédemption du Cameroun. Et il sollicitait Monseigneur Albert Ndomo pour être le parrain religieux de cette association Sainte Croix. Il avait même dit ce que la prophétie lui a annoncé. Si on prie tel nombre de temps, telle chose va arriver. Monseigneur Albert Ndomo lui dit, je vais voir avant de croire. Et donc, se prête à ce jeu. Et lorsque ça ne marche pas, il lui dit, tu vois donc que ton affaire là ne tient pas la route. Il avait récupéré des mains des prêtres un certain nombre d'armes. Parce que l'un des soucis de Monseigneur Ndomo était que ce n'est pas compatible de dire le Seigneur soit avec vous alors qu'on est prêt à dégainer. Ce n'est pas compatible. Alors, ces vieilles armes ont été récupérées au cours de l'enquête pour présenter comme les armes de guerre. Il y a également des vraies armes que Fandiep, l'un de ceux qui sera tué, avait apporté sur les lieux de la rencontre pour voir si leur opération allait tenir. Mais au moment où on le fait, Ndomo n'est pas avec eux. Lors du procès, les avocats de la partie civile, je veux dire les Ndomo et autres, vont réussir à démontrer que, à l'heure même où il est devant le tribunal, le sauf-conduit qui lui avait été donné pour ramener, pour rallier Wandié, était encore en vigueur. 2, pour qu'il y ait bande armée, les termes utilisés par le gouvernement dans ses chefs-d'œuvre d'accusation, il faut qu'il y ait minimum 5 personnes. Or, à aucun moment, on avait trouvé 5 personnes dans ça. Mais toutes ces démonstrations n'ont pas suffi à convaincre le tribunal d'épargner les prévenus de la condamnation qui sera donc prononcée et qui donc
envoie encore au poteau une fois Monseigneur Albert Ndomo, Takala Célestin, Tabe Gabriel, Faustine Raphaël, Ndassé Mathieu. Tout ce package va aller à la condamnation à mort. Vous avez évoqué tout à l'heure François Mitterrand, mais pas comme président à ce moment-là. François Mitterrand était avocat dans le procès et pour défendre les Ernest Wandier et autres. J'ouvre la parenthèse pour vous dire qu'on a affecté à Ernest Wandier un avocat commis d'office, alors que des juristes du monde entier s'étaient constitués pour assurer la défense de Wandier. On n'a admis personne d'eux. Et c'est pour ça qu'Ernest Wandier déclare qu'il ne parlera pas. Et il a déclaré devant la barre, il ne me reste plus qu'à vous dévancer au lieu de la potence pour attendre ma mort. Donc je n'ai pas peur. L'histoire raconte qu'il a même affronté le peloton les yeux ouverts. Ceux-là sont condamnés. Celui dont on voulait prononcer le nom, c'était Georges Pompidou. Parce que lorsque tout ce monde est condamné à mort, pendant ce temps, De Gaulle meurt. Il est mort en 70, effectivement. Et Pompidou prend la succession et voudrait visiter l'Afrique pour redéfinir les contours de sa part de précaré. Et le Cameroun est au nombre des destinations du président français. Lorsqu'il envoie Jacques Foccart faire le premier parcours, c'est de Libreville qu'il est instruit par son président qu'il souhaiterait qu'avant son arrivée à Yaoundé, qu'on ait tourné la page de l'affaire Ndomo Wandier. Jacques Foccart va donc faire le déplacement de Yaoundé et porter à Amadou Ahidjo la volonté du président français. Nous estimons que la fusillade de Ernest Wandier aurait été anticipée par rapport à ça. De toutes les façons, ce que l'histoire retient, c'est que le jeudi 14 janvier 1971, au journal de 20h, radiodiffusé, il n'y avait pas de télé à l'époque, la nation est informée que les peines de mort prononcées contre Monseigneur Albert Ndomo sont commuées en détention à perpétuité. Les peines de mort prononcées contre Ernest Wandier, Faustine Raphaël et Tabe Gabriel sont maintenues. Le lendemain, vendredi 15 janvier 1971, à la même heure, 20h, et dans le même cadre au journal, la nation est informée de ce que Ernest Wandier, Tabe Gabriel, donc alias Wambolo Courant, et Faustine Raphaël ont été fusillés ce matin, vendredi 15 janvier 1971. Il était 10h à Bafoussam. Ainsi, on est fermé l'épisode de Wandier qui sera enterré non loin de l'église évangélique de Bafoussam Plateau maintenant, et la tombe coulée. Parce que l'histoire nous enseigne aussi que des esprits aussi puissants que ceux de Ernest Wandier comme ça là, leurs tombes sont coulées parce qu'on ne veut même plus que leur souffle sorte et se promène. Donc on coule la tombe avec cette image-là, qu'il peut continuer à hanter les gens. Et c'est pour ça que quand vous dites 50 ans, ça nous intéresse. Parce qu'on a coulé de béton, mais le nom de Wandier n'a pas disparu. Voilà la preuve, c'est que 50 ans plus tard, on estime que voilà des gens qui ont lutté pour la sauvegarde de la souveraineté qu'on n'a pas atteint jusqu'à l'heure où nous parlons. Et c'est même parce que cette souveraineté ne se présente pas dans sa configuration normale que ces noms continuent encore à retentir dans les oreilles et dans l'esprit de certains nationalistes africains comme des faits de tout à l'heure et servent donc d'inspiration. Lorsque Monseigneur Albert Ndomo est arrêté, comme je vous ai dit, il y avait déjà un précédent avec le Vatican. Et le précédent, c'était que Ndomo voulait créer de la richesse matérielle. Paul VI avait dit que les religieux qui sont enclins à aller vers les richesses peuvent perdre leur foi en chemin. Mais nous ouvrons la parenthèse pour dire que le Vatican n'est pas un modèle. Pourquoi? Parce que en remontant la pente de l'histoire, nous avons constaté que quand le schisme naît entre l'Église catholique d'Orient et l'Église catholique romaine d'Occident,
l'Orient coupe les vivres, Rome n'est plus ravitaillée. Et le pape qui est à Rome pense que s'il ne met pas les mains sur les diocèses, il y aura des diocèses très riches et même plus puissants que Rome et peuvent constituer des États dans les États. À partir donc du XIe siècle, sous le pape Grégoire VII, Rome se répand sur les églises. Et donc, la dimension impérialiste du Vatican se met en place. C'est dans la même philosophie que Rome construira plus tard l'université grégorienne du nom de Grégoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, chargée de former les séminaristes du monde, mais surtout les séminaristes du tiers-monde et de l'Afrique, qui avaient pour autre mission de détecter dans leur rang les séminaristes qualifiés de rouges, c'est-à-dire communistes. Pourquoi? Parce que un pape romain avait dit que le communisme athée était un danger pour l'Église catholique, donc condamné par le souverain pontife. Dans la lettre pontificale que les 5 vicaires apostoliques du Cameroun adressent à leurs fidèles en mars 1955, période de la fête pascale, ils disent dedans que l'Église catholique n'a rien contre l'indépendance que les Camerounais revendiquent, mais tout cela se fait avec méthode. Et que tous les fidèles qui auraient embrassé l'UPC pour le faire sont destinés au feu de l'enfer. Ce qui va faire donc que les fidèles catholiques étaient appelés à sortir de l'UPC. Et ça a illustré davantage aux yeux de l'UPC la connivence entre l'Église catholique et l'administration coloniale. Nous situons comme ça les fondements, les origines de ce qu'on va constater dans l'affaire Ndomo. Donc, Ndomo est illustré comme faisant partie de ces prêtres rouges. D'ailleurs, Monseigneur Jean Zoua le dit dans la lettre qu'il adresse à l'archevêque du Québec, en lui disant « Tiens-toi à distance vis-à-vis de cet évêque rouge qu'on vous envoie. » C'était une parenthèse. Après le procès, Monseigneur Ndomo est donc condamné à mort. Le Vatican va écrire et même faire une déclaration qui est passée à l'imagerie populaire. Tuez Ndomo, mais envoyez-nous l'évêque de Konsamba. Dans notre thèse, nous disons que le Vatican verse les larmes de crocodile. Parce qu'en fait, ayant consulté personnellement tout ce que la presse, La Croix, le journal La Croix, qui était un journal catholique, a rédigé sur l'affaire Albert Ndomo et Ernest Wandier, il est écrit que le Vatican suivait minute par minute ce qui se passait au Cameroun. Il est écrit que c'est Monseigneur Jean Zoua qui, le premier avant le gouvernement du Cameroun, va porter au Vatican le dossier concernant l'affaire Ndomo au Cameroun. Il y a ceux qui, dans l'histoire, ont estimé que Monseigneur Jean Zoua, se comportant de la sorte, était un traître. Par rapport à ce que je vous ai dit concernant l'université grégorienne, où Monseigneur Jean Zoua a fait ses études, il n'a agi que conformément à ce qu'on leur a enseigné là-bas. C'est dans le regard nationaliste qu'on dit qu'il a trahi une cause. Et donc, l'ensemble des évêques du Cameroun avaient été appelés par le nonce Galina à soutenir Ndomo dans le processus. Monseigneur Jean Zoua lui dira qu'au Cameroun, l'Église catholique romaine ne saurait se confondre à un évêque. De toutes les façons, et en résumé, lorsque, par des pressions diverses, des lettres des autres évêques du monde, Amadou Ahidjo finit par valider la thèse de l'élargissement de Monseigneur Albert Ndomo. Ça va donc se dire, comme je l'ai dit tout à l'heure au journal, mais à la condition que Ndomo ne cohabite plus avec Ahidjo sur le territoire du Cameroun. Il sera donc maintenu en détention à Tcholiré, dans le nord. Ahidjo ne les appelait pas prison. Ahidjo avait trouvé un nom générique, CRC, Centre de rééducation civique.
Ahidjo ne considérait pas Ndomo comme un danger, mais il disait seulement que c'est un gars mal formé, mal éduqué, et qu'on peut les remettre là-bas pour les retaper, pour qu'ils deviennent des citoyens viables. Mais pourtant, Ndomo va passer 6 mois là-bas, enchaîné sur un lit. 6 mois, enchaîné des pieds et des mains sur un lit. Les Ernest Ouandié seront dans les prisons de Mantoum, donc de toutes les façons, ils sont éparpillés sur l'ensemble du territoire. Dans les prisons célèbres, Mantoum était la prison la plus célèbre, avec une capacité de 8000 places. Ndomo va rester là-bas le temps d'une négociation avec Rome. En 1973, Ndomo accepte de démissionner de sa charge épiscopale. C'est à cette condition que son élargissement est donc prévu. Mais comme nous l'avons appris en histoire, l'homme politique ne pose pas des actes gratuits. Le gouvernement de Yaoundé va attendre la perspective de la fête nationale du 20 mai 1975 pour poser un acte salvateur. Le 14 mai, donc 6 jours avant l'événement, Ahidjo signe un décret qui porte donc élargissement de Monseigneur Albert Ndomo et son envoi en exil au Canada. Il y a eu un débat autour du choix du lieu. Ils ont indiqué un certain nombre de pays africains. La Côte d'Ivoire était parmi. On a parlé de la France. Ces pays ont été un peu écartés pour 2 raisons. Premièrement, Ahidjo y va souvent. Et dans la tête d'Ahidjo, la cohabitation n'était pas possible au Cameroun, mais ce n'était pas souhaité aussi là où il passe tout le temps de ses loisirs. Mais dans l'intervention, la communication de Monseigneur Albert Ndomo, il semble qu'il aurait été consulté. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il a choisi le Canada parce que les Canadiens avaient œuvré longuement et densément à la construction du diocèse de Konsamba. Moi-même qui vous parle, je suis un produit de ces Canadiens, ayant fait mes années au Collège Saint-Paul, fondation des écoles de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Et Ndomo dit donc qu'il a souhaité aller finir ses jours là-bas. C'est lui qui le dit parce que parmi les conditions formulées par Ahidjo, il a dit que dès que Ndomo sort de prison, il part par le premier avion. Et à sa sortie d'avion, Monseigneur Ndomo a déclaré « Je ne peux pas partir sans parler avec Ahidjo ». 2 jours après, il était reçu par Ahidjo. Et selon son propre récit, il a demandé à Ahidjo « J'apprends que tu m'envoies en exil ». Ahidjo n'a pas répondu. Et il lui pose encore la deuxième question: pour combien de temps? Il lui répond à ce moment-là: va d'abord et on verra. Et Ndomo de conclure: j'ai compris que c'était pour toujours. Et il lui a dit: ça veut dire que les choses qui étaient entre nous ne se sont pas arrangées. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi il était question entre eux. Ce que mes recherches ont permis de savoir, c'est qu'il a publié un bout de papier comme ça, quelque temps avant sa mort, intitulé « Je ne peux plus me taire ». Peut-être qu'il préparait des révélations. Il partira donc au Canada, où il va rester jusqu'à mort s'en suivre. Mais j'ouvre une parenthèse très importante pour vous dire que dans l'intervalle, Ahidjo même va quitter le pouvoir en 82. Ndomo est encore vivant. Lors d'une rencontre avec le président Paul Biya, le président Paul Biya va lui proposer de lui donner un passeport camerounais pour son retour au Cameroun. Monseigneur Albert Ndomo de lui dire: vous êtes juriste. Le président Paul Biya dit oui. Il dit bon, il faut donc jouer sur le parallélisme des formes. Si c'est un décret qui m'a mis hors du Cameroun, c'est un autre décret abrogeant les dispositions de ce décret qui devait faciliter mon retour. Conclusion: Monsieur le Président, il vous est plus facile de signer ce décret que de me donner un passeport. Parce qu'en signant ce décret, le passeport va venir seul. Mais un passeport ne me donne pas le droit de séjourner au Cameroun avec un décret présidentiel encore en cours, non abrogé. La parenthèse, c'est de vous dire que jusqu'à sa mort, 10 ans plus tard, Ndomo n'a jamais bénéficié de ce décret d'élargissement. Il va faire 17 ans au Canada. On va le retrouver dans les bagages du pape Jean-Paul II, effectuant sa première visite au Cameroun, mais aussi la première visite d'un pape au Cameroun, du 10 au 14 août 1985.
Vous me donnez là l'opportunité de vous faire une révélation que les livres d'histoire n'écrivent pas. Pourquoi Monseigneur Albert Ndomou rentre au Cameroun et dans la suite d'un pape romain? Première raison, le Cameroun fait figure d'une exceptionnalité dans l'histoire de l'Église catholique romaine en Afrique et singulièrement dans notre pays. Le Cameroun a eu le premier évêque noir de l'espace français en Afrique. Premier évêque noir, Paul Etoga. Le Cameroun a eu le deuxième évêque noir du même espace à l'intervalle de 3 mois, Monseigneur Thomas Mongo. J'ai utilisé tout à l'heure l'expression « le christianisme a éclaté en tornade ». Pourquoi ces nominations venues du Vatican? 2 raisons. Premièrement, pour reconnaître que le christianisme était en train de se répandre. Et lorsqu'on regarde les statistiques que nous avons dans notre thèse, on ne peut pas tous les citer ici, c'est au cours même de la Deuxième Guerre mondiale que ce christianisme a pris de l'expansion. Et c'est au cours de cette Deuxième Guerre mondiale que des militaires chrétiens, catholiques, affectés au Nord Cameroun se rendent compte que le Nord du Cameroun n'est pas aussi musulman que vu de l'Occident et qui avait même une population réfractaire à l'islam et que l'Église catholique gagnerait à récupérer. C'est ce qui va fonder ce qu'on va appeler la mission Yves Plumet au Cameroun, avec tout ce que ça va donner. Et je vous souviens donc que ce Yves Plumet français est le seul évêque de l'épiscopat qui conversait avec Ahidjo et qui pouvait rencontrer Ndomou à sa prison à Tchobiri. Donc, dans cette configuration générale, le Vatican a joué le rôle qu'on sait. Monseigneur Ndomou avait déclaré qu'entre un évêque et l'État, le Vatican choisit l'État pour des intérêts qu'on peut encore suffisamment développer. Deuxième chose maintenant, la puissance de Ndomou ne permettait de rendre personne indifférent des actes. Nous sommes dans une ville où Ndomou avait des affaires au niveau des hôtels, des librairies, des fabriques de cahiers. Nous avons lu des livres au Cameroun édités par ici les Moulineaux Seine, c'est en France. Mais la machine qui sert à éditer ces livres était détournée au port de Douala et ça venait au Cameroun au nom de Ndomou pour fabriquer des livres en interne au Cameroun. Dans la même philosophie qui disait que c'est honteux de voir que nous partons quémander en Europe ce que nous avons en interne. La société Mongo Plastique dont nous parlons avait été initiée même pas par Ndomou, et c'est encore une autre révélation, mais par d'autres fonctionnaires qui travaillaient dans le Mongo et qui constataient que derrière l'exploitation des ouvriers agricoles dans les champs, il y avait l'autre exploitation qui consistait à leur vendre ces outils de plantation encore à plus cher. C'est-à-dire qu'on lui donne un petit salaire maintenant qui va encore servir à acheter la machette, qui vient encore de l'Occident, acheter les bottes et les manteaux. D'où la pensée de ces fonctionnaires, pourquoi ne pas créer localement une structure nous permettant de fabriquer ça. Ça a pris le nom de Société Mongo Plastique. Troisième révélation, lors du procès, on va dire que Ndomou avait créé une société Mongo Plastique. Tout va résider maintenant dans l'orthographe. Les gens seront étonnés d'apprendre ce que je dis là. Pendant que Ndomou écrit Mongo Plastique, P-L-A-T-I-Q-E, pour parler des plastiques que nous voyons, le gouvernement dit que Ndomou a créé la société Mongo Plastique TIC, qui signifie qu'il fabriquait les munitions et les armes de guerre. Voilà tout ce qu'on a échafaudé à l'époque pour grossir un dossier et arriver aux conclusions. Alors, lorsque donc, nous disons ce qu'on vient de dire là, à partir des actes de Ndomou, Amadou Ahidjo est apparu dans l'histoire avec Rome comme le premier chef d'État musulman à rencontrer un pape catholique. Beaucoup apprendront ça de ce que je viens de dire là. Mais c'était dans la suite de ce que nous avons dit, dans les nominations suite. Parce qu'on se disait, comment est-ce qu'un musulman peut accepter l'expansion du christianisme? La suite, c'est que qui l'amène à Rome? Monseigneur Yves Plumet. Et à Rome, Amadou Ahidjo déclare au pape, je ne pouvais pas venir sans mon évêque.
Nous disons dans notre thèse que cette déclaration avait montré toute l'ignorance qu'Ahidjo avait dans la diplomatie du Vatican. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui, Ahidjo, qui allait au Vatican. Monseigneur Yves Plumet, qui avait développé une communication au Concile Vatican II pour parler du Cameroun comme l'exemple d'une harmonie entre le christianisme et l'islam, a donc convaincu Ahidjo, en compagnie avec Jean Zoua, à faire le voyage de Rome pour qu'il aille présenter Ahidjo comme le résultat du travail qu'il a fait au Cameroun depuis 1946. Là, on était à 20 ans plus tard, 1966, donc au lendemain même du Concile Vatican II. Ces relations se sont nouées de cette façon. Et le prêtre qui suivait le procès d'Ormeau a écrit toute une thèse de 3e cycle intitulée « L'Église et l'État au Cameroun, de l'affrontement au dialogue ». Il a mis dialogue entre guillemets. Nous avons suggéré même que l'affrontement soit aussi entre guillemets, de par un certain nombre de faits historiques. Lorsque Jean-Paul II revient donc avec Ndormo, c'est également une surprise de l'histoire des relations Vatican-Yaoundé. La surprise de l'histoire, pourquoi? Et c'est une autre révélation que je vous fais. Monseigneur Ndormo va participer à la 4e session du Concile Vatican II, qui est d'ailleurs la dernière. Pourquoi? Parce qu'il a été nommé évêque au cours du Concile Vatican II, en 1964. Mais on va être surpris qu'un jeune évêque, il n'a que 38 ans, à l'heure de son élévation, réussit à prendre parole dans un forum de 2500 évêques du monde, évêques, archevêques, cardinaux. Qu'est-ce qui se passe? Ndormo va critiquer l'organisation du concile. Parce qu'au concile, on avait pris le soin de mettre les évêques européens, pays riches, d'un côté, et les évêques du tiers-monde, pays pauvres, de l'autre côté. Ndormo va dire que le concile était tout sauf la famille, peuple de Dieu. Parmi les évêques des pays pauvres, il y avait un certain Karol Wojtyła, futur Jean-Paul II. Ils ont été parmi ceux qui ont applaudi ce jeune évêque africain qui défendait leur cause. Mais il fallait aussi applaudir sous les casiers. Parce que si les puissances d'en haut, malgré leur soutane, leur mitre et leur crosse, vous voyez applaudir, ça, c'était un danger. Devenu pape, deux choses vont se dessiner. La préoccupation de Jean-Paul II a intensifié le christianisme. D'ailleurs, l'arrivée de Jean-Paul II a dit qu'il met son pontificat sous le slogan de répandre l'évangile dans les pays du tiers-monde et singulièrement en Afrique. Il rejoignait Monseigneur Ndormo sur son terrain qui avait envisagé de construire la première université catholique au Cameroun, c'était à Bafang. Et à la suite de ça, il avait mobilisé des fonds pour atteindre cet objectif. Jean-Paul II ramène donc Monseigneur Albert Ndormo pour le déblocage de ces fonds qui serviront plus tard à l'édification de l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé. Et c'est à partir de là que certains ennuis de Ndormo recommencent et que les prêtres de l'archidiocèse de Douala introduisent le concept de tribalisme dans l'histoire de l'Église avec la nomination de Gabriel Simon comme sur le compte de Monseigneur Albert Ndormo qui, pendant son séjour à Rome, amène Rome à ne nommer que des évêques bamileke à la tête des institutions religieuses au Cameroun. Il y aura un certain nombre d'accusations comme ça. On va dire que peut-être qu'il sera le futur recteur de l'université catholique en construction de par ses avoirs financiers dans la réalisation du projet. On va dire un certain nombre de choses. Encore que Jean-Paul II lui avait confié une mission d'étudier la question du célibat au sein du clergé. Il a lu un document de 14 000 pages qu'il a synthétisé en moins de 100 pour résumer les grandes pensées. La pensée est encore en cours, puisque le clergé catholique est encore célibataire. Pour toutes ces raisons, il a été affublé de toutes ces accusations. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure déjà qu'à l'heure de mourir, il a écrit un document « Je ne peux plus me taire ». Et dans ma tête, j'ai dit « Et on l'a tué ». C'est-à-dire qu'on l'a poussé à la mort. Mais le résumé, c'est que lorsque Rome s'organise à éloigner Ndormo, premièrement, c'est un évêque rouge. Deux, la révolution opérée au sein de la papauté qui voit arriver au pontificat le premier pape
originaire de l'Europe de l'Est, donc de Pologne, introduit ces nouveautés-là. Et il a révolutionné le monde à sa manière. Jean-Paul II viendra 2 fois au Cameroun, le 14 septembre 1995, pour la restitution des conclusions du synode africain de Rome, où on parlait de Ecclesia in Africa. L'église en Afrique, vous serez mes témoins. Aujourd'hui, quand certains débats dégénèrent, on dit, ah, Monseigneur Albert Ndomo a dit que la récente actualité est là. Le Cameroun vient d'accueillir le numéro 2 de la curie romaine, le secrétaire d'État, qui est venu pour les messes à Bamenda. Et vous permettez que je vous dise là une dernière chose. Monseigneur Albert Ndomo est l'ennemi, avec guillemets ou sans guillemets, de Haïdjo. Dès lors que, en application de la volonté du Vatican, dans la guerre de sécession de Biafra, Monseigneur Albert Ndomo organise une quête pour le Biafra. Qu'est-ce que le Vatican a dit? Le Vatican a interprété la guerre de sécession menée par les Ibo comme une guerre opposant les musulmans incarnés par Gowon au pouvoir contre les catholiques qui étaient les Ibo, en gros. Et donc le Vatican va prendre la position en disant qu'il faut protéger les fidèles catholiques. Pris dans ce prisme, le Vatican va donc demander à tous les diocèses riverains de la zone de combat, soit d'accueillir les réfugiés, soit d'accueillir les orphelins, de les encadrer, de toutes les façons, prendre toutes les dispositions d'encadrement chrétien des victimes de la guerre. Et qu'au cas où il y a une quête réalisée, qu'on remette les produits à la Croix-Rouge. Au Cameroun, seul Monseigneur Ndomo et Monseigneur Peter, qui étaient à Bouyaou Bamenda, vont organiser cette quête. Interprétation du régime Haïdjo, nous ne pouvons pas être contre une sécession et tu oses organiser une quête. La question lui a été posée même dans sa ville natale à Tchan, lorsqu'il faisait la tournée diocésaine pour expliquer le bien fondé de cette quête. Le pouvoir de Yaoundé et même de Rome était inquiet de cet individu qui le matin avait Rome pour certaines dispositions et contre Rome pour d'autres. De ce pouvoir d'un consamba, de cet évêque qui était avec le gouvernement pour le retour à la paix et se retrouvait. C'est cet homme d'une ambivalence multiple qui était sujet à caution et ne laissait personne indifférent. Le secrétaire d'État du Vatican qui arrive chez nous aujourd'hui n'est pas une inauguration en termes de relations entre l'église romaine et l'église qui est au Cameroun. Nous avons regardé et observé même que le combat qui se faisait entre Monseigneur Albert Ndomo et Monseigneur Jean Zoua pour le titre de cardinal a été viré par Rome et placé sur cardinal Toumi, qui est quand même anglophone. Et malgré sa retraite, il n'est toujours pas remplacé. Et on a vu quel rôle il a joué dans la crise. Ce que nous avons observé l'autre jour, le 15 janvier, à Bafoussam, et dont nous faisons le relais dans notre revue panafricaine aux sources de l'histoire, c'était d'abord de faire constater que ce soit Samuel Wanko qui a été tué en 57 ans avant Oumnobe. Oumnobe avait 45 à l'heure où on le tue. Ernest Wandé 47. Félix Roland Moumié 35. Monseigneur Albert Ndomo est évêque à 38 ans. Et quand vous lisez leur discours de l'époque, on se pose la question, comment cette jeunesse s'est exprimée à l'époque, tandis que les vieillards aujourd'hui plient leur queue. On les présente donc comme un modèle de lutte. Il ne faut pas résigner aux difficultés de l'avenir. 2, que cette jeunesse s'en inspire. Peut-être les stratégies peuvent changer, mais savoir qu'on n'est pas décolonisé. Le panafricanisme est encore pour certains un slogan, pourtant c'est un concept d'une densité très profonde. À l'heure où l'Afrique doit se reconquérir. Moi je ne peux pas manquer de vanter les mérites de DBS que nous avons présentés comme des médias d'avenir chargés d'apporter leur appui à accompagner cette jeunesse qui se perd un peu sur les trajectoires de l'histoire, mal connue d'ailleurs
parce qu'on les éloigne de leur propre patrimoine. Le réalisateur du film L'assassinat de Félix Roland Moumié a déclaré dans une interview que la France connaît du bout des doigts le nombre de témoins encore vivants de cette période atroce dont elle est l'auteur au Cameroun, et que leur mort contribuerait comme ça à effacer les traces de cette histoire. Moi, je ne peux que rendre hommage à DBS de me donner cette opportunité pour nous dire que nous avons encore du chemin à faire. Et nous avons donc tenté de restituer cette histoire de Ernest Ouandié pour dire l'avenir est à conquérir devant, et que l'énergie et le sang versé par les Ernest Ouandié et les autres devaient, au lieu de nous décourager, servir d'eau pour arroser ces viviers dont on espère toute la prospérité.